Alors aujourd'hui, donc, on reçoit en premier Jean-Jacques Moscovitz autour, donc une rencontre et une discussion et un échange autour, Jean-Jacques, de ton ouvrage 2001, Hypothèse amour, le temps passe. 1er janvier 2001. 1er janvier 2001. Premier jour du 3e millénaire. Voilà. Premier jour du 3e millénaire. Commencez par ça. Voilà. Alors moi, mon rôle un petit peu, ça va être de dire un petit peu mes questions autour de ton livre, ce à quoi ça m'a fait penser, ce qui m'a intéressé aussi dans cette lecture, et éventuellement d'associer librement autour de ton texte, et évidemment, eh bien, de te donner la parole autour de cet écrit, de cet ouvrage, et éventuellement de voir où tu en es maintenant, parce que le temps passe, encore une fois, et parfois, un auteur se positionne différemment par rapport à ce qu'il a écrit 10 ans avant, et ça peut être intéressant de voir ce qui a bougé. Puisque vous savez que Jean-Jacques Moscovitz travaille beaucoup sur l'actuel, justement, sur, tu me dis si je me trompe, mais sur, en fait, une bascule de la subjectivité qu'il pense et qu'on peut penser à partir de la Shoah, voilà, et des implications de cet événement, de ce drame collectif et de ses effets sur l'actuel. Voilà. Comment fait-on après? Voilà. Donc, et y compris la question de l'amour, Jean-Jacques l'aborde aussi à partir de là. Entre autres, à partir de là. Voilà. Ça va, Jean-Jacques? Oui. Bon. Alors, penser, alors je commence parce que je vais citer un petit peu des fragments de texte de Jean-Jacques. D'ailleurs, le mot fragment, le terme fragment, me fait penser que pour aborder la question de l'amour, j'ai été surprise de constater que sa force, et c'est peut-être un effet de la castration qu'implique le sujet de l'amour, de le penser par fragments. On ne le prend pas comme un... Alors ça semble comme un tout. Et en fait, quand on se penche sur le sujet, on y va par bouts, par bribes et par fragments. Alors, l'exemple le plus princeps, si je puis dire, c'est ce magnifique livre de Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux, que j'ai relu pour l'occasion, et qui est quand même un modèle du genre, extrêmement touchant et profond. Voilà. Alors, on a donc, alors j'ai été voir du côté de Becbédé, L'amour dure 3 ans, du côté de Barthes, du côté de Patrice Chéreau, qui est un grand, enfin, qui a écrit, on ne le sait pas forcément, mais qui a sorti un livre que je trouve passionnant qui s'appelle Les visages et les corps, à propos de l'exposition qu'il a organisée au Louvre, sur son travail, une exposition de peinture où il a fait aussi un spectacle, et c'est très très beau, j'essaierai, si j'ai le temps d'en citer des fragments, à propos justement de sa relation à l'amour et de ce qu'il en dit. C'est absolument magnifique, et c'est tout à fait en écho avec certains passages du livre de Jean-Jacques. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Avec Chéreau, on a absolument noué et présentifié, vraiment comme quelque chose qui ressort, le lien entre l'érotisme et la mort, tout le temps. C'est vraiment là-dessus qu'il travaille, à partir de ça qu'il travaille, c'est son moteur. Et c'est tout à fait passionnant de voir ça émerger, vraiment comme une... Comment dire, son travail est vertébré là-dessus, je dirais. Alors, penser, je reviens à Hypothèse amour, c'est tenter de savoir où le je se situe dans son fantasme. C'est peut-être aussi pour ça qu'on se lance dans une analyse. Toute vie psychique implique une responsabilité symbolique. Je, vous, nous sommes responsables, auteurs de nos rêves, de nos lapsus, de nos symptômes. Il n'y a pas de hasard dans la parole, dans le psychisme, alors qu'il y en a dans la réalité tangible, sur les tables de jeu ou sous les échelles. Voilà. Je trouve que c'est fondamental ce petit passage, ce petit paragraphe, parce que dans cela, Jean-Jacques nous rappelle, contrairement à ce que nous clame toute l'idéologie actuelle, que nous sommes des êtres responsables, voilà, et pas seulement des victimes. J'ai envie d'ouvrir là-dessus. Et aussi, par rapport à la question de l'amour, c'est, je pense, à rappeler en ce moment, puisque dans les cures, très souvent, pour les praticiens, peut-être que ça va faire écho, mais on entend beaucoup, et une recrudescence, je dirais, dans le phénomène de la rencontre amoureuse, une recrudescence du position de la victime, côté femme, beaucoup, avec une figure qui se dresse, imaginaire bien sûr, celle toujours d'un père primitif,
qui serait, tout puissant, qui ne répondrait pas à la demande, et qui serait éventuellement à tuer. Voilà, je trouve ça très intéressant ça, puisque c'est quand même une plainte, qu'on a l'habitude de qualifier bien sûr d'hystérique, mais quand même, qui est de plus en plus au devant de la clinique, en ce qui concerne bien sûr la rencontre amoureuse. Voilà. Jean-Jacques nous rappelle dans cet ouvrage que on est responsable par rapport à cette question du désir et de l'amour, et qu'en la matière, un tango se danse toujours à deux, voilà, et qu'il n'y a pas forcément de victime là-dedans, enfin, sinon dans le fantasme. Voilà. Jean-Jacques, je peux juste citer, pour introduire un tout petit peu plus ton propos à propos de l'amour, de la haine et de l'érotisme. J'avais envie de te citer, encore une fois, je te laisserai la parole. Amour, haine, érotisme s'enroulent entre eux pour former un lien qui parfois peut se déchirer. La haine, quand plus rien n'est possible, permet parfois de se sortir d'affaire vis-à-vis de son entourage, comme coupure, j'imagine. Elle nécessite alors de se battre. Si on ne hait pas l'autre à ce moment-là, si on manque de pugnacité, on se confisque tout désir d'agir, de changer son lien à la réalité. Ça m'inspire une phrase de Catherine Milhaud. Je ne me rappelle pas dans quel ouvrage elle a écrit cela, mais je pense que c'est dans Abîmes ordinaires, où elle dit « La haine en amour fait scandale ». C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de penser la haine de ce côté-là. En général, c'est refoulé. Mais c'est pourtant tout le temps intriqué à cette question-là. Un homme, une femme, seraient-ils donc ensemble parce que dès le départ, dans leur rencontre, existe de la séparation? La haine surgit quand un lien se défait, mais elle était là dès le départ. Ainsi, lorsque surgit un désaccord, il n'y a pas nécessairement séparation. À la déception, l'espoir, l'idéal, à tous les sentiments mis dans l'autre, s'ajoute l'encodage de la haine enrobée dans l'amour. Je trouve ça très fort, ce que dit Jean-Jacques à ce niveau-là. Parce que jamais, Jean-Jacques, tu n'oublies, tu ne fais passer au-dessous la question de la haine, au cœur même de l'amour, ce qui fait penser, en effet, que dans toute rencontre amoureuse, il y a du non, à un moment donné. Un non qui va se formaliser, se poser, en tout cas s'inscrire au cœur même de la rencontre, et qui va parler plus ou moins tardivement, voire même au début. Mais à un moment, il y a la question du non, de la haine, c'est-à-dire d'une certaine forme de coupure. C'est-à-dire que dans ce un, dans ce tout, dont on sait que ça fonde le fantasme de la relation amoureuse, c'est-à-dire faire du un, eh bien, il y a l'enjeu quand même de pouvoir se séparer au sein même de la relation. C'est-à-dire pour refaire du deux. C'est vraiment toute la question. Voilà. La question du narcissisme aussi, bien évidemment. Voilà, Jean-Jacques, j'avais envie d'introduire ton texte de ce côté-là et de voir un petit peu ce que comment ce que ça fait écho pour toi et comment tu réagis. Il y aurait plein de choses à dire, parce que, excuse-moi, les représentables du féminin, on y reviendra sans doute puisque c'est au cœur aussi de la question de l'amour, évidemment. Jean-Jacques. Et c'est au cœur aussi de l'attaque de l'humain, c'est ça aussi, puisque mon bouquin a deux axes, c'est-à-dire parler de l'amour au sens, disons, de ce qui se passe dans une cure, dans une vie, et en même temps d'y voir ce qui a fait que, si c'est lié à la filiation, aux générations, à la transmission, quelque chose s'est produit d'une brisure qui fait que ça doit certainement retentir au niveau de la subjectivité, du moi. Alors pour parler peut-être pas trop vite de la haine pour commencer, parce que c'est pas facile, c'est vrai que j'essaye de dire dans ce bouquin par rapport à ce que tu viens de dire, combien, c'est ma position encore aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, combien haine et amour ne sont pas opposables comme on peut le dire si facilement au niveau de l'hystérie moyenne, et que ce qui s'opposerait à l'amour c'est le désamour, et ce qui s'opposerait à la haine c'est le pacte. On fait pacte avec la haine, et puis quand il y a du désamour, on est aussi déprimé, dépressif, malade. La rupture n'est pas que du côté de celui qui décide de partir, et c'est aussi de celui qui, n'aimant plus, part bien sûr, mais où l'amour qu'il portait vers quelqu'un, vers quelqu'une, n'existant plus, quelque chose doit se faire au niveau du deuil, au niveau du deuil. Et que tout deuil, quel qu'il soit, maniaco-dépressif ou paranoïaque, psychose, névrose, perversion, c'est une histoire d'amour, c'est une affaire d'amour, disons, une affaire d'amour. Et ça, autant sans le savoir, l'amour-haine, mais justement avec cette pas de trait d'union, avec un espace
qui les gouverne autrement. Alors responsable pour y répondre, oui, et en même temps on n'en est pas le maître, on n'en est pas maître de ce qui se passe, on n'est pas dans la maîtrise simplement. Alors pour commencer, moi ce que j'avais envie de dire, parce que je ne l'ai peut-être pas dit dans le bouquin, mais bien que je... L'histoire de ce livre est la suivante, il y a 2 éléments. J'avais écrit un bouquin qui s'appelle Une psychanalyse pour quoi faire, et mon éditeur Grancher, Philippe, qui est un ami, jazzman, il m'a un peu appris le jazz, il avait, enfin un tout petit peu parce que je suis pas doué, il m'a demandé de faire un autre livre avec une femme qui aurait dû s'appeler Un homme plus une femme égale quoi. Alors on a essayé, j'ai trouvé des partenaires, si je puis dire, et ça a foiré lamentablement et gravement et dangereusement. Notamment, finalement, la dernière qui a accepté, je ne dirais pas son nom, n'a rien trouvé de mieux que, au moment où le manuscrit était fini, c'était un interview avec des phrases très courtes, très vivantes. Voilà qu'elle ajoute des Heidegger, des Lacan, des pages entières de tas de choses, et finalement, je n'ai pas pu accepter, et on en est resté là. On n'a donc pas signé le manuscrit, et j'ai donc repris, moi, mes différentes mes intermèdes, mes phrases, mes mots. Et c'est pour ça que le bouquin apparaît avec plein d'intertitres qui sont autant de questions qu'on s'était posées ou que j'avais posées. J'ai repris exactement mon texte. Et du coup, ça, voilà. Le deuxième point, c'est que c'est venu d'une phrase que je fredonnais en mobilette vers 17 ans, ou un peu plus tard d'ailleurs, vers une vingtaine d'années, à Marseille, où je faisais mes études de médecine. Et une rupture s'était produite dans ma vie assez sérieuse, peut-être la toute première, qui m'a fait d'ailleurs partir de cette ville. J'y croyais peut-être à cet amour-là. Et j'étais en mobilette et je fredonnais Aragon. Je me mets à hurler d'ailleurs, en mobilette on peut le faire. La vie est un étrange divorce entre l'amour et la force. Et ça m'a rappelé qu'à Marseille, j'avais rencontré, alors je continuais comme ça, l'amour et la force, d'inertie qui le guette. Hein, la vie est un étrange divorce entre l'amour et la force, d'inertie qui le guette. Et à Marseille, j'avais rencontré Antoine Vitesse, qui était le secrétaire d'Aragon, dans un endroit où il y avait du théâtre, ça s'appelait le Théâtre Quotidien de Marseille, auprès d'un ami qui s'appelle Jacques Becbédé, qui m'hébergeait souvent chez lui, et j'ai dû rencontrer Antoine Vitesse. On a dû certainement passer les poèmes d'Aragon, les lire à haute voix, et cette phrase m'était restée comme un vrai souci, comme un vrai enjeu, qu'un jour ou l'autre j'allais certainement m'en servir, et je m'en suis servi, non seulement pour me sortir d'affaire de cette histoire de mobilette là où je ne savais pas où aller, et en même temps faire un livre. C'est comme ça que c'est né. Alors j'ai décidé aussitôt de faire complètement confiance à cette intuition qui m'arrive, hein, et de dire, je vais, comme tu disais, responsable, hein, comme un éclair, je vais rejaillir au cœur de la défaite sentimentale, en émettant l'hypothèse, c'est là d'où est venu le mot, l'hypothèse que cette inertie donc tourne où elle veut, hein, elle tourne où elle veut, inertie qui tourne où elle veut, vers ou contre soi, l'amour, la haine, le corps, l'autre. Ah oui, l'autre. Alors là, bon, je vous lis un peu ce que j'ai écrit. Je retrouvais ce refuge chez mes copains, et chez les filles, chez mes parents, chez les profs, et effectivement un peu partout, et chez mon grand et très très connu ami Sigmund Freud, qui me racontait des histoires sur ces questions-là, et qui vraiment m'aidait beaucoup à ce moment-là. C'est comme ça que j'y suis allé, ce coup de génie, quoi, coup de chapeau à cet homme. Et puis là, avec Eros qui veut tout lier, et puis Thanatos qui veut tout délier, n'est-ce pas? Ce livre parle de ça, Eros et Thanatos, à toutes les pages. Et c'est aussi dangereux l'un que l'autre, comme ennemis mortels l'un pour l'autre, tous deux s'entremêlant si gentiment pour nous tourmenter sans cesse, hein, nous tourmenter l'âme. Et aussi, ça faisait penser, je l'écris comme ça, à Grand Jaco, à Lacan. L'affectif, c'était quand même mon analyse, je pouvais l'appeler comme je voulais. Grand Jaco, l'affectif, c'est toujours réciproque, dit-il. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit qu'il vous aime, c'est pas pour ça que vous l'aimez, mais ça va vous travailler du côté de ce que c'est que l'amour, quoi. Voilà, cette réciprocité. Les sentiments sont toujours réciproques. Mais c'est pas un sentiment. Ce qu'il dit, c'est que c'est pas du sentiment. C'est que quelqu'un qui est amoureux ou je suis amoureux de quelqu'un, c'est pas pour autant que l'autre l'est, mais ça va évoquer chez lui. C'est quoi l'amour, quoi? C'est au fond qu'est-ce que c'est qu'être aimé, hein? Qu'être aimé. Donc toute la dimension du transfert qui s'enfile là, puisqu'on est psychanalyste, on peut y aller. Alors c'est là où justement cette intuition. Alors de quoi? Et désirer et aimer et jouir sont des fils
n'est-ce pas, qui vont vers l'inconscient et qui sans cesse se retordent entre eux, se détordent, se forgent toujours nouvellement, comme sans faire exprès, contre la mort. Vous avez les fils là, hein, vous pouvez les voir. Contre la mort, voilà. Contre la mort. Fils, j'ai dit. Non, j'ai des fils, pardon, pourquoi tu dis ça? Alors les fils et les fils, donc, dont je suis responsable dès qu'on me suppose ce genre d'hypothèse. Hypothèse qu'on m'aime ou que j'aime, n'est-ce pas? Hypothèse amour, donc, là avec des majuscules, où l'un est adjectif de l'autre, voilà, le titre est arrivé, où séjournent ces forces qui justement filent si vite vers le mal d'aimer et facilement s'éteint. Ça a failli disparaître totalement dans la chute de la fiabilité dans l'humain, avec les camps, les horreurs de disparition collective. Là, c'est au-delà, semble-t-il, ce n'est plus la transgression de l'interdit de l'inceste dans les attouchements, très graves bien sûr, d'abuseurs anéantissant un enfant. Là, c'est la disparition, le dépassement, c'est l'inacceptable, non plus transgression de la loi, mais de sa destruction de cette loi. Criminalisation de la loi dans les lois, injusticiables. Shoah de Landman le dit. Atteinte de l'ensemble des générations, de leurs différences, au cœur de cette défaite de la culture, n'est-ce pas? Destruction de la généalogie, de la parole, de l'hypothèse amour, qui est ici justement à soutenir dans une nécessité historique, vitale, d'aller vers la vie. Voilà un petit peu ce qui résume, qui serait un peu un quatrième de couverture si j'avais à refaire ce livre aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai pas trop changé d'avis. Très bien. Tu n'as pas trop changé d'avis. Voilà, ça c'est important. C'est important. Hein. Je peux reciter, te lire un peu. Je reprends l'histoire de amour, haine et érotique. Jouir de son désir fait peur, nous dit Jean-Jacques. Au point de préférer obéir à une logique de domination, soumise à la limite mort-vie, qu'on met en place de maître. On préfère ça, apparemment. C'est que le masculin a besoin d'appui. Notre culture monothéiste nous met devant le fait accompli. Le masculin doit être fort, sans étayage. C'est aussi le masculin qui serait tout du côté du symbolique. Ouais. Hein, voilà. Alors qu'on sait que le féminin, justement, n'est pas tout de ce côté-là. Mais c'est impossible. Le masculin voudrait méconnaître la nécessité de l'étayage, de l'appui, qui pourtant est donné au départ, car sinon, ça c'est moi qui l'ajoute, comment vivrait-on? Comment pourrait-on vivre? Le « je » n'existe pas d'abord dans l'ordre d'un échange qui ne procéderait pas déjà de l'érotique. Certes, l'étayage participe de l'autoconservation, de la répétition inhérente à l'humain, dont il est terrible de sortir, si pathogène soit-elle. C'est pour son autoconservation que chacun, en tant que partie de l'espèce humaine, est pris dans un moule qu'il répète. La mort est une source d'angoisse insupportable si ce donné vient à défaillir. Alors, étayage maternel, bien sûr, c'est toute la question de la faim et de l'amour. Hein. Oui, dès le départ, l'étayage est l'ensemble des rapports à la dimension maternelle nourricière. D'emblée, pour que l'enfant accepte d'être nourri, il lui faut de la parole. C'est déjà de l'érotique, c'est très important, je pense, de revenir là. La mère nourricière donne de sa voix, de son sein, de sa force, de sa présence, de telle sorte que l'enfant se sent pris dans un monde sur lequel il peut tabler, qui ne risque pas de s'effondrer. Voilà la fonction de la langue maternelle, c'est-à-dire les mots de sa mère, et d'elle d'abord, avec sa voix, sa présence, qui vont ensemble former le fond du dialecte infantile. Ouais, c'est vraiment fort, ce que dit Jean-Jacques. Voilà. Alors, je saute un passage, mais bon, je ne vais pas tout à fait sauter d'ailleurs, mais la langue maternelle est une base langagère psychique, à partir de laquelle l'enfant peut accueillir un échange. Si l'autoconservation est défaillante, de fait elle l'est toujours un peu, c'est jamais idéal, des zones fermées, lieux de silence mutique se forment, avec lesquels il ne peut lui-même entrer en contact. Et voilà l'essentiel, là où je trouve que tu en viens à quelque chose de fondamental pour la question de l'amour. Pour peu qu'adulte ou adolescent, il rencontre l'amour et fasse de la mobilette, ça va cogner sur cette zone. Je dis bien ça, et Jean-Jacques l'écrit en italique, hein. Ça va cogner sur cette zone non investie par la parole intérieure, au risque de l'entrouvrir. Et quand ça s'ouvre, c'est avec des dégâts. Les fondations sont ébranlées, l'édifice du sujet vacille et risque de s'écrouler.
L'étayage parle avec ce qu'il peut, avec quelques moyens pour parler. Cela reste limité pour chacun. Voilà. Je trouve ça fondamental. Ouais. Fondamental, et je voudrais, pour illustrer, si je retrouve le passage, c'est un passage de Chéreau, qui est directement lié, je pense, à ce que vient de nous dire Jean-Jacques, qui illustre très très bien. Chéreau nous parle, dans Des visages et des corps, bon, de son exposition, du Louvre, etc., mais aussi de sa relation amoureuse. Hein, bon, vous savez que Chéreau est homosexuel, donc il nous parle donc de son lien à l'homme aimé. Donc c'est l'homme aimé qui, un matin, dit soudain « Je ne peux pas rester ». Il part, écrit Chéreau. Il referme doucement la porte de la maison. Il marche dans la rue longtemps. Je le regarde de loin jusqu'à ce qu'il disparaisse. La déchirure est foudroyante, aujourd'hui encore. Il me suffit de la gratter pour qu'elle se rouvre un peu et me parle. Voilà, je trouve que c'est tout à fait dans le fil de ce que disait Jean-Jacques, hein, sur ces blessures d'amour qui entr'ouvrent quelque chose et qui provoquent le sujet à en faire quelque chose. Alors, ou bien à être envahi par l'angoisse, évidemment, hein, c'est l'enjeu. C'est-à-dire, ou bien on peut le faire parler, hein, ou bien, en effet, il peut y avoir un envahissement d'angoisse tout à fait insupportable. On peut le faire taire violemment. Voilà, ou le faire taire. Voilà. C'est bien plus grave. Absolument, ou le dénier, tout à fait. Voilà. Alors, je continue, si tu veux bien, Jacques, parce que c'est tellement, je trouve, fort. Il est revenu. Il a sonné à la porte et j'ai ouvert. Il a souri. Il dit « Je dis que l'avenir, c'est du désir, pas de la peur. Les êtres aimés sont eux aussi des fantômes vivants. Ils disparaissent, ils réapparaissent parfois, ils me hantent, c'est Chéreau qui parle, et m'habitent. Je les convoque tous les jours. Les morts et les vivants. On sait que pour Patrice Chéreau, il y a eu beaucoup de morts à l'époque des Amandiers. 17 mars. Pensez à des acteurs, à des corps désirés, à des mots écrits, chantés. J'ai pensé à de la danse. Je pensais pouvoir habiter tout le Louvre. Je voulais tous les tableaux de tous les musées. Et tout ce que je dis là, c'est parce qu'il a appelé aujourd'hui et qu'on s'est parlé. Est-ce que cela n'aura pas toujours été le cas depuis que j'ai 24 ans ? 40 minutes de conversation ce soir, et me voici remonté comme une pendule, ne pensant plus à demain, oublieux, heureux de vivre le désir qui me pousse en avant vers le théâtre et le prochain film. Quel bonheur, donc, quelle tristesse, merci à toi. Le manque est le moteur. Il dit cela plus loin dans son texte. Ça, c'est très fort parce que ce qu'on sait, nous, les psychanalystes, dans la cure, et aussi pour avoir soi-même fait l'analyse, le parcours. Le manque est le moteur. Il le restera, même si rien ni personne ne venait à manquer. Le manque est sa sœur, l'avidité et la peur d'être abandonné. La vie, la passion folle et le désir qui se heurtent de plein fouet à l'irruption obscène des enterrements, aux générations qui ressassent et disparaissent, à la mort qui voudrait reprendre ses droits et finira par gagner. Et dans ces vies combattantes, les ombres du désir et du deuil qui célèbrent leur union dans un même mausolée. N'est-il pas écrit là l'articulation entre Eros et Thanatos, entre justement le désir et la mort? Un rêve en automne, des visages, ça c'était le film qu'il préparait, non pardon, la pièce de théâtre qu'il était en train de monter, un rêve en automne, des visages qui aiment tant et souffrent trop, le sexe qui rôde, des corps qui veulent tout et un cœur, comme dirait Pierre Guyotat, qu'il cite, qui ne fait passer que du sang et du sang qui ne chauffe plus. Et il finit son texte ainsi, le silence n'est pas l'absence n'est pas la mort, mais en suis-je bien sûr. Voilà. Ça, c'est pour vous inciter aussi à lire ce livre magnifique. Et je trouve que, voilà, quand je t'ai lu, et quand j'ai lu ce livre, j'ai trouvé qu'il y avait des ponts, des façons très vivantes et illustrées, éprouvées, actuelles, de dire quelque chose de ce que nous dit Jean-Jacques dans Hypothèse d'amour. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Jacques. Écoute, je ne sais pas, à un moment donné, tu parlais pour le masculin et dans sa réassurance permanente sur l'étayage, c'est que nous avons à comprendre quand il y a une histoire d'amour, et c'est vrai que malgré tout, la preuve n'allait jamais donner souvent que par la rupture. C'est comme ça.
Il n'y a pas de garantie de l'amour, sinon que dans la rupture, on savait que. Mais il faut sortir, enfin c'est peut-être l'objectif premier de la psychanalyse, mais ça ne peut pas se dire tout de suite, sortir de la religion de l'Oedipe. Au fond, il faut sortir de la religion de l'Oedipe, quitte à se retrouver avec un vide. Là, en prenant un thé avant d'arriver, je ne sais pas ce qu'il lui a pris au serveur. Il me dit comment ça va? Je dis ça va. Il me dit moi ça va pas du tout, ma petite amie est partie. Elle est partie et la rupture. Et il fait une gueule comme ça. Et là, c'est drôle. Je sais pas, c'est là où je me suis dit tiens, et je vais aussi lui acheter des fleurs, mais non, c'était pour ici. J'ai failli lui dire de venir, mais je me suis dit voilà. Et donc il m'explique, je lui dis vous êtes le patron? Non, non, je suis ouvrier. Et alors il me dit vous êtes qui? Vous êtes médecin? Je dis presque, mais vous êtes chirurgien? Je dis non, à l'envers. Je joue à la dinette, je dis exactement à l'envers que le chirurgien. Ah, c'est le chirurgien, il ouvre les plaies et vous devez les fermer. Exactement, je suis psychanalyste. Je dis. Bravo, pas mal. C'est très bien. Très le transfert commence. Très joli. Et il me dit, mais alors qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller vous voir et vous allez quoi, me soigner par des mots? Je dis, peut-être pas, c'est peut-être vos mots. Enfin, on commence un truc, quoi. C'est peut-être vos propres mots. Et en plus, et puis, oui, c'est ce que j'ai dans le cœur là, qui va sortir petit à petit. Et alors à ce moment-là, pourquoi ça irait mieux? Je dis, parce que ça va sortir, c'est comme ça. Et vous, alors, un peu idiot, je lui dis, vous voulez mon numéro? Il est parti. Je voulais venir ici. Je lui ai dit, où je lui donne mon numéro, je m'en vais, et puis voilà. J'ai cru qu'il allait m'offrir le thé et le croissant. Non, il n'a pas offert. Il m'a rien à voir. C'était drôle. Alors c'est vrai que le film d'Onoma, je ne sais pas si vous l'avez vu, on l'a vu avec Le Regard qui bat, puisqu'on projette des films régulièrement. Le film d'Onoma est dans cet enjeu-là. De, comment il s'appelle, Carénard, Gene Carénard, c'est un merveilleux metteur en scène. Le film n'aurait coûté que 150 €, ce qui est probable, enfin, parce que personne n'a été payé, personne. Et les 150 €, ont-ils dit, c'était uniquement pour un costume, pour un acteur, costume qui n'a pas été utilisé d'ailleurs, bon, dans le film. Alors, il fait tout, il a fait bien sûr le scénario, aussi le montage, alors il a dû avoir de la pellicule gratuite, etc. Il a fait, et en plus c'est un film évolutif parce que dans ce film-là, il a pu rajouter ce qu'il voulait dans le montage. Notamment quand il a été présenté à Cannes, il n'y avait pas du tout les scènes de psychanalyse qui sont présentes désormais dans le film, qui sont d'ailleurs fréquemment là, et qui sont extrêmement bien faites, je trouve. C'est très joliment fait, c'est bien précis. Les deux actrices sont extraordinaires, les personnages sont exactement ce qu'il faut. Et l'essentiel du film, c'est ça, c'est qu'il veut montrer comment l'amour existe une fois que l'on se dépouille du social et des enjeux de culture. C'est-à-dire que la parentalité ne va pas être mise en avant du tout, ni le social, ni la lutte des classes, il y a des pauvres et des riches, ni les histoires de Saint-Denis 93 et tout ça, non, pas du tout. Et finalement, ces amours-là ne marchent pas, aucun ne marche, et ce qui va arriver, c'est qu'en fin de compte, du social et du culturel, notamment religieux chrétien, va ressurgir violemment, et il y aura du meurtre. Et j'ai trouvé ça tout à fait excellent comme démonstration. C'est la clé du film, c'est la fin du film où se produit ce meurtre et où les acteurs ensuite qui sont venus tous faire le débat avec nous au Saint-André-des-Arts, chacun a pu dire un petit peu ce qu'il avait vécu comme enjeu, notamment, et c'était très improvisé pour chacun d'ailleurs. Bon. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme problématique, et que c'est vrai que la rupture fait, en quelque sorte, est le seul signe, symptôme de l'existence de l'amour, mais une fois que c'est fini, ou une fois qu'on a peur de le perdre. C'est-à-dire, amour et désamour fonctionnent ensemble, et il y a donc un hasard apparemment qui nous gouverne. C'est pas du hasard, c'est une autre logique que je trouve intéressant à essayer de supposer ensemble. Parce que ce bouquin, dans mes petites abréviations, j'écris YAM, H-Y-A-M, et j'envoie ça à une amie qui s'appelle Ouria Abel Hawed, qui est peut-être là, qui devrait venir, je ne sais pas, non, qui est la traductrice d'Adonis. Un bouquin de 800 pages d'Adonis va sortir sur les poèmes de ce grand amoureux de l'amour. Et elle me dit, mais je lui envoie, je dis, viens, tu vas écouter ce que je vais dire sur Yam. Et elle me dit, mais Yam en arabe, ça vient de Hama, ça veut dire un amour éperdu, être éperdument amoureux. Éperdument. C'est marrant comme mot. Moi, mon Yam est 4 lettres, tombe pile sur un mot arabe, j'étais très content. Et du coup, ça m'a fait envie de vous le dire, parce que c'est vrai que cette atteinte, ce moment où il y a, comme tu le dis très bien à partir de Chéreau, c'est-à-dire ce moment où
il faut ouvrir son cœur, même si on aime, et surtout si on aime, c'est par définition cela. Alors, les points pas résolus, eh ben, ils vont être là. Et c'est pas un traitement, l'amour. C'est pas un traitement. Ça va pas traiter la blessure. Voilà. Ça va l'ouvrir et il faut savoir la refermer, comme m'a demandé le serveur. Écoute, alors c'est tout à fait Tu vois bien ce que tu dis, parce que justement Barthes en parle bien. Ça me donne envie de rebondir sur ce qu'il en dit. Il parle de la différence entre quand quelqu'un dit « je t'aime », l'attente de l'autre, son attente quand on dit « je t'aime », c'est que l'autre dise la même chose. C'est-à-dire, non pas « moi aussi », mais « je t'aime aussi ». C'est pas la même chose, la réponse du « moi aussi » et « je t'aime aussi ». Ouais. D'accord ? Parce que Barthes dit que dans le « moi aussi », bon, ça peut rassurer un moment, mais qu'on va être tout le temps à guetter les preuves, les signes de ce « moi aussi », de la réponse de l'autre en fait. Voilà. Alors que dans le « je t'aime aussi », c'est-à-dire dans une réponse où il y a l'autre qui dit « je t'aime aussi », il y a quelque chose de tout à fait différent. « Je t'aime » est actif, voilà, dit Barthes. Il s'affirme comme force contre d'autres forces. C'est exactement en écho à ce que tu viens de dire. Lesquelles ? 1000 forces du monde qui sont toutes forces dépréciatives. La science, la doxa, la réalité, la raison, etc., etc., etc. Ou encore contre la langue. Entendez bien, « je t'aime » s'affirme contre la langue. De même que l'amen, amen, est à la limite de la langue, sans partie liée avec son système, la dépouillant de son manteau réactif. De même, la profération d'amour, il met le je t'aime dans l'ordre de la profération, de même, la profération d'amour, je t'aime, se tient à la limite de la syntaxe, accueille la tautologie, je t'aime veut dire je t'aime, c'est performatif. Écarte la servilité de la phrase, c'est seulement une holophrase. Comme profération, je t'aime n'est pas un signe, mais joue contre les signes. Celui qui ne dit pas je t'aime, entre les lèvres duquel le je t'aime ne veut pas passer, est condamné à émettre les signes multiples, incertains, douteurs, avares de l'amour, ses indices, ses preuves, gestes, regards, soupirs, allusions, ellipses. Il doit se laisser interpréter. Il est dominé par l'instance réactive des signes d'amour, aliéné au monde servile du langage, en ce qu'il ne dit pas tout. L'esclave est celui qui a la langue coupée, qui ne peut parler que par expression mimique. Les signes de l'amour nourrissent une immense littérature réactive. L'amour est représenté, remis à une esthétique des apparences. C'est Apollon, tout compte fait, qui écrit des romans d'amour. Comme contre-signe, je t'aime est du côté de Dionysos. La souffrance n'est pas niée, mais pas même la plainte, le dégoût, le ressentiment. Mais par la profération, elle n'est pas intériorisée. Dire je t'aime, le répéter, c'est expulser le réactif, le renvoyer au monde sourd et dolent des signes, des détours de la parole, que cependant je ne cesse jamais de traverser. Comme profération, je t'aime est du côté de la dépense. C'est exactement ce que tu viens de dire. Ceux qui veulent la profération du mot, lyrique, menteur, errant, sont sujets de la dépense. Ils dépensent le mot, comme s'il était impertinent, qu'il fût quelque part récupéré. Ils sont à la limite extrême du langage, là où le langage lui-même, et qui d'autre le ferait à sa place, reconnaît qu'il est sans garantie, travaille sans filet. C'est magnifique. Ça veut dire que vraiment dans le « je t'aime », il y a quelque chose qui est livré, qui est donné, qui est dépensé, qui est perdu. Et je pense que c'est ce que tu suggérais là, dans ce non pris en compte, il n'y a pas de comptage là-dedans. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le système des signes habituels. Voilà. C'est ce que Barthes, en tout cas, nous mais il y a une logique. Il y a une logique de l'amour. Il y a la logique et l'amour. Il y a une articulation des deux. Ça rend logique d'aimer. On est dans une logique, dans un discours au sens étymologique du mot logique, mais on est dans une logique, et je crois que les femmes sont peut-être plus douées là-dessus pour pouvoir, pas généraliser, mais pour être dans cette logique qui se veut impeccable, pas d'erreur dans cette logique, pas de faux pas. Ouais. Et ça donne une sorte de chose violente parfois, et c'est là où souvent l'homme se dévoile et se débine, et devant cette force de cette logique de l'amour, c'est là où le désir fait peur. Ouais. Et c'est là où ce hasard
l'amour et le hasard, on a souvent dit ça. Et Lacan, pour le citer quand même, dans son séminaire qui s'appelle « L'insu que c'est », il joue sur le mot « l'insu que c'est », de l'une bévue, c'est l'amour, l'amour écrit M-O-U-2-R-E, c'est le jeu de l'amour, c'est-à-dire un jeu qui s'appelle le craps en américain, que j'ai vu faire quand j'habitais sur la Côte d'Azur, quand j'étais gamin. Des marins américains jouaient au craps, c'est-à-dire avec des dés qu'ils jettent contre un mur, et ils crient le mot écrit le chiffre au moment des 2 dés, au moment où ils les jettent. Et ce qui en sort par rapport au partenaire, c'est le chiffre le plus près de ce qu'il vient de dire, il a gagné. Il met une mise. Bon. C'est un jeu extrêmement rapide, extrêmement violent, extrêmement interdit. J'ai vu arriver des flics toujours pour les ramasser. Ils jouaient très vite et c'était très amusant. Et le jeu de l'amour, c'est ça. Mais justement, cette partie de hasard comme ça, où te démêler, c'est démêler, je dirais, avec c'est démêler de l'amour. Il y a une part de hasard qui vient nous chatouiller. Et la phrase de Lacan, pour le citer, puisque ça fait partie du jeu quand même d'être ici comme analyste. L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est cité dans le film En ville de Valérie Mrégin, mais elle ne dit pas la troisième du sophisme. C'est un sophisme. L'amour est donner ce qu'on n'a pas, première fois, à quelqu'un qui n'en veut pas. Troisièmement, parce que ça n'est pas ça. Le parce que ça n'est pas ça, ça montre combien il va falloir le combler sans arrêt par une logique et de la parole. Comme si les partenaires étaient dans l'idée qu'ils étaient maîtres de l'amour qui leur arrive. Alors que c'est l'amour qui est maître du jeu jusqu'au bout. Après, bien sûr, ça s'installe, c'est bien pourquoi il faut des lois, des mariages, des codes et des trucs et des machins, pour que ça puisse quand même perdurer un petit peu, et que d'une certaine façon, quand de la haine surgit, comme ça arrive dans tout couple, s'il y a quand même quelque chose d'une institution qui est mise en place, cet amour peut rejaillir plus ou moins, quand on est allé au fond de cette haine possible, cette haine de l'amour lui-même et du partenaire, peut-être que ça ressurgit du fait qu'il y a quand même un lien qui va donner quelque chose. C'est pas forcément... Quand tu dis perdurer, on entend bien qu'il y a du tiers là-dedans. Il y a du tiers, voilà. Il y a du père, enfin, il y a une fonction tierce. Aussi, mais c'est vrai que la fonction père est là comme enjeu radical de... Eh oui. Oui. Eh oui. Bien sûr. Ah oui. Alors j'ai envie de, si vous avez encore de la place, de terminer ce moment avec Jean-Jacques, toujours en associant à partir de ce que tu dis, pour reparler de Chéreau, reciter Chéreau, et Pontalis, qui est quelqu'un pour lequel j'ai une affection assez grande, puisqu'il écrit, c'est un écrivain. Et alors, Chéreau d'abord, quand l'autre devient-il indispensable et à quel prix? Comment rester autonome? Savoir que l'autre existe peut suffire, peut me suffire. Cela aide à tenir une journée durant, voire 2, dit Chéreau. Mes pensées l'accompagnent au loin, il sait que je suis là, quelque part. Je ne connais pas tout de son emploi du temps, rien presque. Mais quand je le revois, je le vois plein de tout ce que je ne sais pas et ne saurais jamais de lui. Il est comme l'acteur avec qui je travaille, dont je ne connaîtrai jamais les pensées secrètes, mais que je peux pourtant guider avec la matière même de ce qu'il m'apprend de lui par fragments, ou veut bien me laisser entrevoir. Vous voyez, il fait le parallèle entre son amour au loin, qui revient, et quand il revient, cet amour-là est plein de cet inconnu qu'il transporte avec lui. Et que l'aimé ignore. On ne sait pas ce que vit l'autre quand il est au loin. Et il fait la comparaison avec son travail avec l'acteur, avec cette sorte de boîte noire, que finalement est toujours l'autre, peu ou prou, pour chacun. C'est-à-dire, il y a une énigme du désir de l'autre, une énigme de l'ailleurs de l'autre, de là où est l'autre. Alors, c'est très beau, je trouve, ce parallèle. Et Pontalis dit, quant à lui, d'en perdre de vue, justement, le plus insupportable dans la perte, serait-ce la perte de vue? Annoncerait-elle chez l'autre l'absolu retrait d'amour et en nous l'inquiétude d'une infirmité foncière, 2 points, ne pas être capable d'aimer l'invisible? Voilà, ça je trouve ça très très beau. C'est l'inconscient. Absolument, absolument. Et l'énigme du désir de l'autre aussi, tout autant, qui nous convoque, enfin que l'amour convoque du coup. Alors, je terminerai par une phrase de Marcel Joandeau. Aimer, c'est n'avoir plus droit au soleil de tout le monde. On a le sien.
Voilà. Je peux Bien. dire un mot? Oui, bien sûr, tu vas conclure. Parce que il y a la question du corps quand même. Oui, bien sûr. Il y a la question du corps. Bon, je crois que je le dis là, les gens qui se rencontrent, qui s'aiment, ou qui sont amoureux, et puis au bout de 7, 8, 10 fois, si ça n'a pas lieu, l'échange amoureux, l'échange érotique, bon, ça signale qu'il y a une angoisse telle dans cet échange qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, et souvent, on ne sait pas trop quoi faire, et ils viennent voir un analyste, ou ils vont voir des sexologues, ou le prêtre du coin, enfin, pour essayer d'en parler. Et c'est vrai que c'est délicat, parce que si ça ne marche pas, ben ça ne marche pas. Donc la question du corps est là. Et c'est vrai qu'il y a... Bataille le souligne bien, que finalement cette histoire de corps dans l'intime de l'amour implique qu'on lui donne sa gloire à ce corps. Même s'il n'y a pas trop grand-chose qui s'y passe, il faut quand même espérer cette gloire. On espère sans arrêt que le corps ait sa part de gloire dans l'amour, qu'il soit glorifié. Et ça me fait penser, je conclus là-dessus, parce que je me balade dans les rues, c'est chez moi là-bas où j'habite, dans le 6e, il y a des arcades, et sous les arcades, il y a souvent les clochards, parce qu'il y a un restaurant soupe populaire, il y a plein de choses, et puis bon, c'est là où ils se trouvent bien à l'abri. Et j'ai assisté à une agora sur l'amour entre eux. Il y avait une femme, peut-être, et 5 hommes, ou je ne sais pas combien, et ils discutaient. Je vais dire juste un mot, moi ça m'a mis au travail, c'est qui dit, elle lui dit, tu ne vas pas me faire croire. Et le tu ne vas pas me faire croire, c'est exactement ça la dimension de la demande d'amour, tout en étant à peu près sûr d'être déçu. Tu ne vas pas me faire croire. Oui. Et c'est vrai que la dimension de la parole vient là prendre la place de quelque chose qui peut-être avait eu lieu pour eux dans la nuit, j'en sais rien, parce qu'ils dorment dans le coin, mais quelque chose du corps était encore appelé, tu ne vas pas me faire croire que, c'est pas parce qu'il y a eu quelque chose entre nous que ça va durer, ça doit vouloir dire ça. Mais bon, ça évoque quelque chose. Ça évoque quelque chose. Alors, avant de laisser la parole, j'aimerais bien que ça donne lieu à un échange de questions avec le public, comme on dit. C'est vrai que tu dis, moi j'ai quand même une question parce que j'aimerais bien qu'on en parle. Ça n'a pas été tout à fait évoqué là dans notre échange, mais à propos du féminin justement, tu l'écris. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est tout à fait écrit. Est-ce dire que l'amour est sa logique, à quoi la femme est plus sensible, suppose une face cachée que ni la femme ni l'homme ne peuvent dire. Donc, moi j'ai envie de re-questionner ça, parce que c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on aurait l'idée comme ça qu'une femme, sur l'amour, j'allais dire, aurait cette logique plus de son côté, c'est-à-dire qu'elle aurait, face à un homme, quelque chose de plus averti, enfin de plus, comme, je ne trouve pas d'autre mot. Voilà, je ne sais pas si tu peux avoir une Juste réponse. Un point qui me vient, c'est que ce bouquin est fait de façon un peu linéaire. Il y a rencontre érotique, échec, il y a je sais pas quoi, tout ça. Il y a la femme, l'enfant, l'homme. Ça a l'air un peu bébête, mais en fait, cette linéarité permet justement de faire avoir des fulgurances et de les mettre là où je peux les mettre. Mais ce que je dis sur le féminin, je dis qu'est-ce que veut la femme? Elle veut du silence. Elle veut du silence, peut-être pour qu'elle parle, et comme la blague le dit, quand le type qui descend, il ne supporte pas d'être chez lui parce que sa femme parle tout le temps, et il descend au café, et puis pourquoi tu viens là tout le temps? T'as une femme, t'es pas tout seul. Oui, mais elle parle tout le temps, mais alors c'est formidable, mais je ne sais pas ce qu'elle dit. C'est exactement ça. Je ne sais pas ce qu'elle dit. Alors il va se reposer au café. Et qu'elle veut du silence, et elle veut un analyste. Quoi. Je crois que dans l'amour, la femme implique qu'il y ait de l'analyse chez l'homme. Bien sûr que c'est un peu farfelu de le dire. Mais tu vois, c'est une facette silence où... Qui fait buter. Mais elle, ça fait buter pour une femme. Voilà. Ah, ça fait sinon, buter, voilà. C'est là où je peux répondre à... Alors, l'enjeu que tu as souligné au début, la sexualité et la mort dans Chéreau, c'est quand même vrai que le film qu'on va passer la semaine prochaine, c'est vrai, c'est Dangerous Method de Cronenberg, qui est un film, à mon sens, extraordinaire pour les analystes, parce que cette femme nous dit, Sabina Spielrein, puisqu'il s'agit d'elle, nous dit à la fois dans ce film et un autre film qui s'appelle Mon nom était Sabina Spielrein, parce qu'elle rêve qu'elle est morte et qu'on l'aimera encore plus dans son parcours. Mais en fait, elle a été assassinée par les nazis, ça c'est la fin de sa vie. Mais donc ce film s'appelle Mon nom était Sabina Spielrein, d'une femme qui s'appelle Elisabeth Marton. C'est un excellent film qui est bien meilleur que celui de Cronenberg, mais Cronenberg a l'avantage d'être celui qu'on va voir, et qui est quand même un grand film. Et alors elle avance dans sa thèse, qui va 1912, je crois que je le cite dans ce bouquin, elle avance dans sa thèse de médecine,
après ce parcours soi-disant psychotique, cet amour fou avec Jung et tout ça, qui était son analyste et qui la forme comme psychiatre, etc., auprès de Bleuler. Il y a tout un enjeu sur l'auto-érotisme, et c'est de là que va surgir le mot autisme. On est en plein dans l'actualité pour le coup. Hein, Bleuler va enlever Eros d'auto-érotisme et va laisser autisme. C'est tout à fait dans les textes, ça, comme ça. Et c'est aujourd'hui que ça explose encore de plus belle. Mais ce que dit Sabina Spielrein, c'est assez beau, c'est même très beau. Cette grande amoureuse de Jung, parce qu'elle voulait un enfant de lui. Elle voulait l'appeler Siegfried, blond, arien, elle juive, brune. Et Freud lui dit, non, faites un enfant brun, c'est-à-dire mariez-vous avec un juif, parce que c'est comme ça qu'il est souhaitable que ça se fasse. Il lui dit des choses formidables, très importantes. Mais ce que je veux dire dans sa thèse qui s'appelle « Destruction comme cause du devenir », 1912, Freud va la citer en 1919-1920, quand il va avancer la pulsion de mort. La petite avait raison. Il s'agit bien de dire que dans la sexualité et l'amour, il y a une part de mort. Et ce que dit Sabina Spielrein, c'est il y a un léger avantage de la vie sur la mort. C'est très joli. Très bien dit. Je propose qu'on s'arrête sur cette phrase qui est vraiment un léger avantage de la vie sur la mort. Bien. La vie faute de mieux. Hein, autrement. Alors, est-ce que ce qui vient d'être dit inspire ou fait réagir? Vous avez la parole. Par rapport à la haine dans l'amour, c'est pas la seule manière de se séparer de l'autre. Non, je pense que non. C'est pas la seule manière de se séparer de l'autre. Non, c'est une des modalités. J'ai des amis comme ça qui se sont séparés il y a des années. Ils se sont dit, on va rester amis, n'est-ce pas? Grosse blague, parce que la haine est arrivée, parce que le corps n'est plus en jeu. Et tout ce qui du corps n'est plus en jeu, ça, dans les pulsions d'ordre psychique, il me semble. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas y arriver. On voudrait tous, je pense, quand quelqu'un... oui, mais tu penses à une séparation, rupture. Oui, c'est ça. Toute séparation, c'est se séparer de ce fantasme de un. Absolument, c'est ça. C'est ça. Ça se passe quotidiennement, je veux dire, sans séparation définitive ou séparation. Oui. C'est au travail tout le temps, entre deux êtres, je pense. C'est ça. C'est au travail tout le temps, bien sûr. Je pense il y a plein. Il faudrait faire un inventaire des façons de dire non quand on est à deux. Parce que, par exemple, l'écran de l'ordinateur, pour les hommes, c'est quelque chose de génial. Maintenant, c'est tout à fait dans la maison. C'est-à-dire que le nombre de patients ou patientes qui se plaignent que l'autre se réfugie et dans ses écrans joue à des jeux vidéo toute la journée, n'est pas là, hein, se couche à 3h du matin, etc. Bon, bref, c'est un des exemples, mais c'est une façon d'être ailleurs. Enfin, c'est aussi une façon de, je dirais, de plus être dans le 1, hein, mais d'assurer qu'on est bien ailleurs, autre part. Et voilà. Mais il y en a plein. Hein. Par exemple, ces couples qui vivent en décalé complètement, qui ont des professions où quand l'un se couche, l'autre se lève, etc. Bon, il y a vraiment un inventaire à faire des manières parfaitement inconscientes d'ailleurs, hein, d'assurer du deux au sein même du couple. Voilà. Oui, il y a des inventions. Mais bien sûr, qui sont parfois très mal vécues d'ailleurs, mais qui ont ce but quand même, c'est que l'autre est l'autre et qu'on a besoin de le mettre en jeu au cœur du un. Voilà. Et que ça se passe toujours dans cette espèce de pulsation entre Eros qui refait du 1 et Thanatos qui refait du 2 à un moment donné, qui vient refaire de la coupure, mais pour le bien de la relation. Enfin, je veux dire que quelque chose, sinon ça flambe, sinon ça ne peut pas durer. Ouais. Voilà. Eros a une fonction d'inertie. Oui, voilà. Hein, de frein. Oui, tout à fait. Enfin, pour répondre à cette question-là, mais c'est sûr, il n'y a pas que la haine. Il y a aussi plein de choses. Il y a un bricolage, je dirais, extrêmement bien huilé. C'est faire avec la haine. Oui. C'est faire avec, quand même. C'est pas la haine. Mais c'est faire aussi avec la coupure. Parce que la coupure, on sait bien les effets de culpabilité de la coupure aussi. Hein, au sein même du 1. Hein. Se séparer rend coupable, toujours. C'est aussi ça, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose de très important. Il y a une culpabilité inhérente au fait de vouloir se séparer. Hein. L'amour met quand même avec preuve la possibilité, la capacité de chacun d'être dans une relation aussi subjective, voilà, de reconnaître l'existence de l'autre. Parfois, dans ces couples qui se rencontrent jamais, lorsqu'ils sont même devant l'écran de l'ordinateur et qu'ils sont
ailleurs, ils sont où? Ils sont chez leur, quelque Bien part sûr. dans leur famille d'origine, Bien finalement. sûr, bien sûr. Et la possibilité d'être là pour quelqu'un d'autre dans un lien non incestueux Oui, oui, oui. est réduite Oui, aussi, oui. Et mais réduite. possible à petite dose. Enfin, quelle dose d'amour pouvons-nous Voilà. supporter? Voilà, oui, mais oui. La phrase de Albert Cohen, je mets en exergue cette petite phrase, je la cite pour terminer. Et voici, elle s'inclina et ses lèvres se posèrent sur la main de son Seigneur, et elle leva les yeux. Un sourire égaré aux lèvres tremblantes, c'est lui, hein, un sourire égaré aux lèvres tremblantes, il considéra sa main baisée et la porta à ses yeux. Ouais, regarde. Alors il la prit par la main, et ils sortirent lentement, descendirent, ô grave marche. Ça existe quand même, l'amour. Dans Ça Belle peut Seigneur, exister, oui. au moins au début. Je veux dire, la psychanalyse n'est pas contre l'existence de l'amour. Souvent on se dit, ah, la psychanalyse ça va tuer l'amour. C'est pas vrai, quoi. Mais non, bien C'est sûr, pas vrai. Bien sûr, bien sûr. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la psychanalyse, comment dire, un patient qui dans une cure va chercher la solution sur l'amour en soi n'a aucune chance. Enfin, je veux dire que ça échappe. C'est quelque chose qui n'est pas prédictible, qui n'est pas voilà. Hein, c'est... D'autres réactions? C'était oui. Je ne sais pas si ça a à J'aime voir. bien, oui. Moi, je ne suis pas psy, rien du tout. J'ai toujours en tête cette phrase de Romain Gary dans La promesse de l'aube, où il dit qu'avec tout l'amour que sa mère lui a donné, il va manger froid toute sa vie. J'aimerais bien avoir. Il va manger froid. Ah oui, toute sa vie. il n'aura jamais plus autant d'amour, jamais plus autant d'amour que sa oui, mère lui a donné. oui. Donc finalement, toute sa vie, il va manger froid. Parce que, Il ne sera pas avec elle. euh, C'était la seule qui était autorisée à faire du chaud. Non, la question, Freud la pose très bien, c'est Romain Gary est peut-être le fils aîné de sa mère, et il n'y a pas plus amour que l'amour d'une mère pour son fils aîné. Au point qu'on peut se poser, c'est son cas. Pourquoi au fond partir, on a l'objet sous la main, pourquoi quitter ça? Ben, il faut le quitter parce qu'il y a l'interdit de l'inceste, c'est tout, qui est dans la nature, qui est naturel, quoi. C'est pas simplement dans le langage. Mais cette phrase est magnifique parce que bon, il a quand même eu une sacrée vie, celui-là. Oui. Il me semble. Oui, mais c'est l'objet perdu, enfin, c'est toute la question. C'est-à-dire, en effet, hein, il y a un tel contraste entre les deux que il pourra. Enfin, c'est pas retrouvable, mais cet objet, personne ne le retrouve. Mais alors, il y a certains dosages où effectivement, j'allais dire, l'échec de la retrouvaille est encore plus cuisant, pour parler chaud ou froid. C'est-à-dire que. Il s'est suicidé, on va dire. Oui. Il s'est suicidé. Oui. Bah oui, mais voilà, c'est aussi une façon d'en faire du vin. On peut. C'est pas utilisable comme ça. Bon, Ouais. oui, c'est pas utilisable comme ça, je suis d'accord. D'autres réactions? Non? Bon, très bien. Alors je vous épargne, hein, j'avais un tas de citations de Frédéric Becbédé sur l'amour dure 3 ans. Quelqu'un peut lire la chanson, le poème d'Aragon? Ah non, je préfère que tout à l'heure, on Ah bon. que c'est. Il est un petit peu triste ce poème, non? Oui, mais il est tellement... Hein? c'est impressionnant, quoi. Vous voulez pas quelques citations de Becbédé pour finir? Oui, oui, oui. L'amour est le problème des gens qui n'ont pas de C'est pas le problème. même que j'ai cité tout à l'heure. Hein. Pas du tout. Vas-y. L'amour est le problème des gens qui n'ont pas de problème. Alors, ah, mais c'est... Voilà. Hein, l'homme est un animal insatisfait qui hésite entre plusieurs frustrations. L'amour est fini quand il n'est plus possible de revenir en arrière. Le malheur fait maigrir. Ça, c'est un petit peu... Voilà. Alors, Moi, je crois que ça fait grossir, justement. si votre femme est en train de devenir une amie, il est temps de proposer à une amie de devenir votre femme. On dirait du Guitry. Non, on dirait du Guitry. Ça, je trouve ça... voilà. L'amour commence dans l'eau de rose. L'amour commence dans l'eau de rose et finit en eau de boudin. Voilà. L'amour est une catastrophe magnifique. Savoir que l'on fonce dans un mur et accélérer quand même. Voilà, je trouve ça. Bon, il y en a certaines, bon, je trouve qu'ils sont pas mal. Hein. L'amour fait passer le temps fait passer l'amour.
Voilà. Publicitaire. Ouais, oui. Mainte amoureux d'un grain de beauté commet l'erreur d'épouser la fille entière. Ça, c'est un proverbe américain. Voilà. Bien, alors, écoutez, on va écouter maintenant Jean-Claude Aguerre. Voilà. Pour le banquet de pierre de Platon à Don Giovanni.